C'est le permis de conduire, il a acheté une de chevaux. Ah, ça, Oui. Et quand il était à partir de la Cabloune pour venir ici, il faisait la pige au Fiat 500. Alors, avec une deux chevaux. Mais il fallait qu'il montre la voiture. Mais il n'aurait pas eu le permis de conduire de suite. Peut-être qu'on aurait attendu la 5e année pour revenir. Je ne sais pas. Probablement. Mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Mais ça, dans le sud de l'Italie, pendant très longtemps, ils te mettaient l'antenne sur le toit, il n'y avait pas la télé dedans, tout le monde pensait qu'il y avait la télé. Mais ici, nous, on est revenus avec la voiture. On a plutôt tendance à cacher les antennes qu'on ne peut pas payer l'antenne. Ça a changé. Nous, on ne la met pas l'antenne, on ne peut pas payer. Non, mais alors, il y a un autre aspect de l'immigration, là, puisque vous êtes sur Barcelonnette, la vallée de Dubaï, tout ça, les Mexicains et tout ça. Il y a quand même quelque chose qui a été oublié, c'est l'émigration des Français qui sont allés vers là-bas. Il faut quand même savoir qu'à Barcelonnette, il y a eu très longtemps un marché des enfants. Oui. Mais en Italie, il y en avait aussi. Deux. Des marchés des enfants. Oui. Ah non, mais on est d'accord, mais ils venaient d'ici. Oui, je sais. Non, ma en Italie, sì. Bambini affittati. Les nôtres partaient, ils partaient avec la maman, ils passaient le col de Soutron. Et des fois, la maman ne pouvait pas, elle payait quelqu'un pour accompagner le petit. On est d'accord. Et ils allaient à Barcelonnette, où là, on les regardait, s'ils avaient des bonnes dents, s'ils étaient en bonne forme et tout. Et ces gens-là, c'est tous les bergers qui allaient vers Arles, dans la vallée de la Crau, et qui étaient payés par une paire de chaussures neuves à la Toussaint quand ils revenaient. Et ça, vers Barcelone, vous n'en parlez pas trop. Si. Oui, il parle beaucoup. Il y a Noto Revelli qui a interviewé. Noto Revelli, ça ne te dit rien. C'était un grand résistant pendant la guerre. Il était communiste. Il était communiste, alors il est peut-être mal vu aussi à cause de ça, mais ça a quand même été un résistant. Non, c'est vrai. Non. Il a été quand même un grand résistant qui commandait tout le secteur pendant la guerre. Et lui, il a écrit un livre qui s'intitule Il mondo dei vinti. Il mondo dei vinti. Il mondo dei vinti, le monde des vaincus. Et dans ce livre, il y a une partie qui est peut-être un peu théorique, il explique un petit peu, mais tout le reste, c'est de l'interview des gens qui avaient émigré. Parce que lui, finalement, il a fait ça avant-guerre, ou juste après la guerre, je crois. Et il a interviewé des gens qui étaient dans l'Ubaï. Il donne Maria, mettons, née en 1896, qui raconte comment elle est partie à Barcelone et comment là-bas elle est allée à la foire. Et il y en a qui disent même, mes parents m'ont accompagné, et ils ont dit, si vous pouvez pas payer, donnez-lui au moins une paire de chaussures. Ça revient à ça. Alors, c'était le tarif. Et c'est que je veux dire, c'est que... Nel museo su Acele c'è adesso abbiamo visto velocemente, c'è un punto che dal libro di Nuto Revelli spiega, e dopo lo traduce, spiega che uno di questi centri di commercio di ragazzi in affitto era a Barcellona. Sì. Allora, vedi qua, Caporalato. Ma è caporalato con bambini di 10 anni. No, 10 anni. E più o meno. Insomma, on parlait Magari spiega un po' il discorso di Villa Iris e dei Chialva e di Daphne. Questo è bello. Dell'America? In Argentina, gli argentini che c'era uno dei Chialva. Vista per Chialva, Bon, le maire, il me lance sur un truc. Alors, il faut savoir que les Argentins ont donc conservé leur double nationalité, donc la nationalité italienne, et ils se la transmettent de génération en génération. Et il y a 5 ans, quand son frère est devenu maire ici, moi j'avais Fiorina qui était scrutatrice là-haut, c'est-à-dire qu'elle surveillait les élections. Et elle me dit, mais il y a un paquet de Chialva qui sont inscrits sur les listes électorales, je ne sais pas qui c'est. Et elle s'appelle Chialva aussi, Fiorina. Et j'ai dit, mais une fois que les élections sont terminées, si tu peux avoir la liste, donne-moi la liste des gens inscrits sur les listes électorales de Marc, là, 65. Et là-dedans, il y avait 6 Français. Il y avait 6 Chialva que personne ne connaissait ici. J'ai dit, moi je vais vous les trouver. Moi. Alors je me suis foutu sur Internet, j'ai cherché un peu, ici ça ne se faisait pas.
Et puis bon, je me suis mis sur Facebook parce que c'était la seule possibilité de les trouver. Et là, je me suis mis en correspondance avec des gens où moi j'avais toute l'identité, mais sur Facebook, ils mettaient pas tout, quoi, un nom, prénom et tout ça. Et je suis tombé sur une fille qui parlait espagnol, qu'espagnol, et elle a tout de suite accroché, et elle m'a répondu. Elle m'a répondu, alors je lui ai répondu, j'ai dit, mais tu t'appellerais pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, né tel jour à telle heure. Elle m'a dit si, et elle me dit pourquoi. Et j'ai dit voilà, j'ai dit, tu es inscrite sur les listes électorales de Macre, et voilà, tu es inscrite sur la liste électorale de Macre, il n'y a aucun secret, et moi je suis un Kialva aussi, et je connais la maison de tes ancêtres. Alors, je connais la maison de tes ancêtres. Et là, elle m'a mis en rapport avec ses parents, et finalement, on n'a pas réussi à remonter, parce qu'eux sont partis en 97, donc bien avant la Première Guerre mondiale, par l'intermédiaire de la France, Marseille, enfin tout ça, ils sont partis comme ça. Et je l'ai faite venir ici. Elle est venue ici. Elle est venue ici, 35 ans, avec ses enfants et tout ça. Et là-haut, derrière l'église, chez moi, là, à Charles, il y a une maison complètement en ruine où ma mère, qui est née en 1924, me disait toujours ça, c'est des calves qui sont partis en Amérique faire fortune. Mais bon, l'Amérique c'est grand, faire fortune certainement, puisqu'ils ne sont pas revenus, mais l'Argentine c'est aussi l'Amérique. Et alors, c'est une famille qui est partie d'ici avec le papa, la maman et 2 enfants. Et finalement, il y a eu 14 garçons qui sont nés de ce mariage. 14 garçons. Alors, inutile de savoir combien de Kialva il y a. Et en l'an 2000, donc ça c'était avant les années 2000 que j'ai lancé mes recherches, et donc juste après, et ils ont fait un premier Raduna des Kialva, un rassemblement des Kialva, où ils étaient 2000. C'est vrai, hein? Après, ils en ont fait un autre où ils ont été beaucoup moins, et on nous expliquait que la crise, enfin tout ça. Et ora, il sindaco ne ha trovato un altro, que j'avais déjà sur Facebook aussi, qui a 35, quoi dire, 32 ans, il est ingénieur aéronautique. Non, ingénieur aéronautique, il a fini ses études, pas de travail. Et lui, il a cherché du travail en Europe, et il est ingénieur chez Honda à Milan, en compétition. Et il est très attaché à Macre. Le maire, on l'a fait venir l'année dernière, et ici, on a fait un petit rassemblement des Kialva. Ma allora, si deve sapere che il 23 ottobre in Argentina c'è il terzo raduno di Kialva. Andiamo tutti in 23 Argentina! ottobre. In Argentina! Et le sindaco. Ah, certo! L'épouse du maire, c'est une Kialva aussi. Ah oui. Che vas? No, ha detto Sei in che galera, tu sei una sei in galera, Già non lo so, che sono sei in galera. Perché no? Allora, ci pensiamo allora. dans les moments ici, c'est une journée qu'il est idéal pour faire les rencontres. Vraiment, oui. C'est l'idéal. Ah. L'ambiance est juste. Je demande à Pierre une belle histoire d'une femme qui était fille d'une mère de Dubaï qui, dans la guerre, est venue ici. Oui. Allora, perché questa è una storia incredibile. Cioè, quando me l'ha raccontata io non ci capisco. Savoir laquelle, tu voulais dire. Celle qui s'est mariée avec l'ingénieur. Ah, l'ingénieur, d'accord. Qui est peut-être encore en vie, cette dame. Qui Vinet? Elle est décédée. Ah, Alors, questa è una storia incredibile. Quando me la racconta, tu parles en français, io On la connaît. Allez, raconte-la, c'est le verre de la. Alors, moi, Non, c'est bon. moi, ce que je connais, c'est que il est dans un livre, c'est pas... donc c'est à l'Arche, quand il y a eu la guerre. Quindi siamo in guerra, 1944, 43. Donc quand il y a eu la guerre et que l'armistice a été signé, donc il y avait
il y avait, c'était toujours, c'est-à-dire que l'occupation italienne était à la sortie de l'Arche. Donc ils étaient descendus entre le col et l'entrée du village, il y a 5 kilomètres. Et donc il y avait les Français d'un côté qui étaient restés, puis il y avait les Italiens qui étaient là. Et il y avait mon capitaine, disons, je pense que le moment où il y a eu l'armistice, ça s'est bien passé entre les gens, entre les soldats italiens qui étaient en place, parce que c'était les frères, plus ou moins, c'était passé ici. voilà, c'était les gens de village d'à côté, donc il n'y avait pas d'agression, je veux dire, il n'y avait pas de pression. Et donc, les Italiens ont été bien acceptés, enfin, relativement bien acceptés quand même, voilà. Et puis, le maire, qui s'appelait M. Minet, avait 2 filles. Faccio una prima traduzione. Et il y a une fille qui s'est amourachée du capitaine. Come sta continua. 1944, l'8 settembre, L'armistizio. armistizio. C'est en 40, hein? 40. 40. Arrivano i francesi e occupano l'Ars. Tra i francesi c'era un... Non, pas l'Arche, ils étaient à côté. l'extérieur. Tu avais le village, et il y a un pont, et les Italiens étaient restés de l'autre côté du pont. C'era tra questi italiani un ufficiale che veniva da Arquata Scrivia, ufficiale di complemento, ingegnere chimico, che nel libro viene chiamato il Beau Capitaine. La figlia del sindaco Vinet, il sindaco ha 2 figlie. Una delle figlie del sindaco si innamora follemente di questo ufficiale. Continua. Et donc, C'è il libro? son père qui était maire, il ne voulait pas qu'elle parte avec l'Italien. Et un soir, ils l'ont cherchée et elle était partie. Je sais pas, elle avait pris sa valise, Dans la montagne. une machine à coudre, je crois. Non, Non. La montagne. par la montagne, elle avait laissé un papier à sa sœur. Voilà. Un papier à sa sœur, elle a dit, te fais pas de soucis, je suis en de bonne main. Il padre non voleva che andasse via. Lei una notte parte lasciando un messaggio alla sorella, non farti delle preoccupazioni, parte facendo con i laghi Roburen, attenzione, i laghi Roburen, arrivando al Preit, dove nel frattempo il Beau Capitaine era entrato nelle file della Resistenza e quindi era lì al Preit. Dal Preit riescono a trasportarla a Dronero, prende il treno, va a Arquata Scrivia, dove la famiglia del Beau Capitaine l'accoglie e dove riescono dopo alcuni mesi sposarsi per procura. C'est vrai? Quand elle est arrivée en Italie, peut-être à Dronero ou plus loin, elle a déjà écrit « La machine à coudre est bien arrivée ». Voilà, ça c'est Ah, il faut... Je viens d'arriver en Italie, c'était ça la machine à coudre. Et la deuxième chose, c'est que le mari qui a continué la guerre, il était obligé de repartir, et il a confié à un prêtre, alors je ne sais pas dans quel endroit, il a confié au prêtre en disant gardez ma fiancée, je continue mon métier de soldat, je vais partir, et quand je reviendrai, je l'épouserai. Et en effet, elle a attendu que la guerre soit finie, il est revenu, ils se sont mariés, et elle a toujours vécu, elle vit toujours en Italie. Elle est décédée là. Elle est décédée. Et son mari est décédé. Son mari était directeur d'une usine. il travaillait dans le pétrole. Le pétrole. Del petroli di Arquata, una Du fabbrica côté de piccola. Voghera. Lo so che è qua fabbrica. Questa è la storia del... Ouais. Così come una storia bellissima, tragica, Et tragica, alors le maire qui était le papa, che era prima di lui, Mer, avec son fils, ils ont été déportés tous les deux à Bergen-Belsen et après à Dachau. Quand il est arrivé, il a écrit toutes ses mémoires, le frère, donc, parce que le papa est mort depuis longtemps. Et le frère vient de décéder la semaine dernière. Ah, je vais pas suivre. Et oui, toi tu vois ça assez vite. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, ça c'est des informations que j'aimerais que les gens connaissent aussi. Ah, d'accord.
l'idée, c'est que, comment dire, la famille a toujours dit on a été dénoncé. Parce qu'il paraît que les Allemands, quand ils sont arrivés dans l'Arche, ils sont allés tout de suite dans l'écurie, ou je sais pas, et là ils ont cherché, ils ont trouvé des armes, alors que les autorités françaises avaient dit il faut rendre vos armes à l'occupant et tout ça, et eux, ils l'avaient pas fait. Et le frère, donc, a survécu, et il a raconté aussi son histoire, le frère de cette dame, et il a survécu. Il est reparti au Mexique, où le papa était déjà émigrant, mais était revenu pendant la guerre. Et il est mort au Mexique. Il a fait ses mémoires, il les a écrits d'abord en espagnol pour les Mexicains, et après il a fait traduire pour la famille. Così come c'è questa tragedia. Et cette capacité qu'il a eue à survivre, il l'explique en disant quand on était jeune, il fallait bosser, il fallait travailler. Et puis surtout, j'ai pas voulu fumer, je n'ai pas voulu échanger les cigarettes, parce que certains échangeaient une cigarette contre l'assiette de soupe, puis après, bon, c'était fini. Donc il a eu cette résistance, et il a vécu au moins jusqu'à 90 ans. Il est de 96. 87 ans. Après avoir fait... Questo Berkel figlio- Bensen, c'était le plus dur. Padre e figlio Ouais, mais ils ont deportati été, a Verdun, vai. dans leur malheur, ils ont été envoyés dans les camps Oui, ils sont restés moins longtemps que d'autres. parce que finalement, le problème, c'est que l'Arche, l'occupation, je dirais, de la vallée de l'Ubayette par les forces italiennes, ça s'est relativement bien passé. Tant qu'il n'y a pas eu les Allemands. Ah oui. Bien sûr. Le problème, Bien sûr. quand les Allemands... C'était des frères, ils fraternisaient. Voilà, mais quand les Allemands, Avant, ils échangeaient déjà. quand les Allemands ont été Les Allemands sont revenus. repartis, là, ils ont été poussés d'Italie par le débarquement allemand, ils sont remontés. Et finalement, quand on parle de l'Arche, l'Arche a été libérée le 23 avril 1945, c'est-à-dire quasiment à la fin de la guerre. Et il restait une poignée d'irréductibles qui ont tout fait sauter. Donc quand vous êtes venus, là, vous avez montré que finalement, il restait le cimetière et le monument aux morts. C'est tout ce qui reste de tous les villages de l'Ubayette, il ne reste plus rien. Pendant l'hiver 44-45, ils ont eu... Barcelonnette était très La guerre était finie. Pour Barcelonnette, et- on n'a pas vu un Allemand. Mais par contre, ils ont occupé toute la vallée de l'Ubayette. La guerra è terminata il 23 aprile 45, 45. 45 è stata liberata l'Arche, L'Arche. Invece- bombardata completamente, l'avevano distrutta. L'Arche, come vediamo adesso, è completamente arrivata. Completamente. Après, ça n'a pas le cachet. Ah non, Aujourd'hui, c'est quand sûr. on vient dans les La villages guerra comme è ici, stata dopo. nous c'est tout des reconstructions. La fine della guerra. La fine della L'architecte qui guerra reconstruisait les maisons, ça Le 8 mai. caché, quoi. 8 maggio del Et vous, le 46. 25 Ouais, avril. mais là, Oui. tout circule bien. Alors. Le 8 mai. E l'Arche elle était libérée quand 23 avril. 23 C'est vraiment la fin, quoi. C'était la poche. La fin de la guerre, c'est le 8 mai. La dernière poche, ouais. Et après, ils ont tout quadrillé, c'est vrai qu'au niveau. Chiedo ancora a Pier che la storia incredibile, anche questa, degli abitanti di Saint-Ours. Ah oui. Ah, ça c'est... Alors, donc, août 44, les nazis occupent le Piémont, ils refluent jusqu'à la frontière et ils arrivent occuper l'Ubayette, Il Bayet c'est la parte est. jusqu'à la Condamine ou presque. Val d'Oron. Voilà, Val d'Oronay. Ils occupent tout ce secteur et ils ont resté tout l'hiver jusqu'à la fin de la guerre pour la pub. Mais quand ils sont revenus, alors en 40, il faut d'abord dire qu'en 1940, quand les Mussolini a attaqué la France, bien sûr, tous les habitants de la vallée de l'Ubayette, l'Arche, tout ça, tous étaient évacués. Barcelonnette, puis après la Lozère, ils sont revenus, ils commencent encore à s'installer. Août 44, c'est les nazis qui arrivent dans le Piémont, ils arrivent au col, on demande à évacuer toute la population de l'Arche, Péronne, etc. Et puis, il y a un hameau qui est un peu perché au-dessus du vallon, qui s'appelle Saint-Ours. Et un jour, ces gens qui habitaient Saint-Ours, ils voient arriver des Allemands chez eux, ils ne savaient pas d'où ils venaient.